Bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, on va parler géopolitique et on va s'intéresser à deux questions fondamentales d'actualité. Qu'est-ce qu'il se passe dans la tête de Trump? C'est une question assez difficile à traiter, mais par contre, on peut essayer de voir comment aujourd'hui il réagit face à sa défaite au Moyen-Orient et sur le terrain, notamment du conflit iranien. On reçoit aujourd'hui, pour répondre à cette première question, Gamal Abina. Gamal Abina, qui est un commentateur géopolitique, analyste, notamment des sujets politiques, avec beaucoup de pertinence. C'est pour ça que je l'ai invité à cette émission aujourd'hui. Bienvenue, Gamal. Merci pour l'invitation, ça fait toujours plaisir, Malik. Que nous dit le président américain? Il nous dit qu'il va bientôt soumettre l'Iran par des nouvelles sanctions économiques. Des sanctions comme l'Iran n'en a jamais connues. On leur a laissé une porte de sortie qu'ils n'ont pas voulu prendre. Aujourd'hui, on va leur infliger la plus lourde défaite économique qu'ils n'ont jamais connue. Et on demande, alors c'est ça qui est un peu drôle, c'est qu'ils demandent à tous les pays alliés, mais aussi à tous les pays qui voudraient se prêter à ce jeu, de les aider à faire pression sur l'Iran. On a ici la Chine qui nous dit, par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères, qui nous dit nous, on ne va pas répondre favorablement à la demande de Donald Trump, puisque des sanctions en dehors du cadre de l'ONU est complètement illégal et ça constitue même un crime. Il n'y a aucune raison à se prêter à ce jeu. Bon, il faut savoir qu'en substance, la Chine importe 80% du pétrole iranien, pas 80% de son pétrole, mais 80% du pétrole iranien est envoyé à la Chine. Donc, la Chine n'a pas du tout intérêt à se plier au jeu. Il faut savoir aussi que la Chine, notamment, dénonce toute sanction en dehors du cadre de l'ONU et demande aux Américains d'arrêter ce type de mécanisme puisqu'ils ne participent pas à un effort de paix. Donc ça, c'est le premier sujet. On a ensuite, j'avais dit Scott Bessent qui avait dit on ne comprend pas le fait que le prix du pétrole ne diminue pas. Alors lui, il est secrétaire au Trésor américain. S'il ne comprend pas lui, on ne sait pas nous comment on peut comprendre, sachant que les États-Unis ont maquillé le marché et notamment la régulation du marché du prix du pétrole en injectant du pétrole de la réserve stratégique américaine, mais aussi en manipulant artificiellement le marché. Et il faut savoir aussi que Donald Trump, à chaque fois qu'il fait une déclaration sur on discute avec les Iraniens, on ne discute pas, il manipule aussi le marché. Donc, on voit bien que cette administration Trump n'arrive pas non plus à rétablir le système économique, en tout cas, n'arrive pas à rétablir son propre levier économique et sa propre stabilité au sein même de son écosystème. Alors, on a aussi le Parlement iranien et notamment Mohamed Ghalibaf, qui nous dit que ces sanctions sont illégales et constituent encore une fois un crime de guerre auquel les Iraniens ont le droit de répondre par une action militaire. Et puis, il prétend, je vais vous retrouver la source, mais il dit qu'ils reçoivent de plus en plus de messages de ses partenaires dans la région qui ne répondront pas à cette demande de Donald Trump. Donc, on voit bien qu'en fait, l'administration Trump, au-delà d'avoir subi une défaite sur le plan militaire, subit encore une fois une défaite sur le plan stratégique. Il faut savoir aussi qu'on a Abbas Araghchi qui se moque un peu de Donald Trump. Je vais vous partager ici le poste du ministre des Affaires étrangères iranien qui nous dit en fait, depuis plusieurs années, on nous promet un crash, on nous menace depuis des années. L'administration Obama nous avait promis
un crash économique via des sanctions. Pareil pour l'administration Biden. Il y a 5 mois, on nous a promis également une défaite, une capitulation. Il n'en est rien. On dirait bien qu'aujourd'hui, les Iraniens sont un peu habitués, pour ne pas dire lassés, de ces discours, puisque effectivement, les sanctions économiques, c'est vrai qu'elles ont un impact sur les pays qui les subissent, mais les pays qui les subissent depuis des décennies ont trouvé des moyens de les contourner. Et c'est là que, Gamal, je vais me diriger vers toi pour te demander ton avis. À quoi joue Trump et qu'est-ce qu'il espère avec cette énième déclaration ? La problématique de Trump aujourd'hui, c'est qu'il est désespéré. Il ne sait pas comment aborder l'Iran. Il a signé, je le rappelle récemment, à Versailles, quelle ironie, hein, un traité de Versailles. Apparemment, Versailles, c'est une bonne place pour signer des traités un peu fantaisistes, qui ne conduit pas à la paix. Comme en 1919, où on a fait un traité à Versailles, ça a conduit à la Seconde Guerre mondiale. Donc la symbolique était un peu hasardeuse, mais en même temps, il a signé le traité tout seul. Hein. Il n'était pas avec les Iraniens, il était avec Macron. Donc apparemment, ils font la paix entre eux. Et le problème, c'est qu'il ne sait pas comment aborder la question. Il propose aux Iraniens de désarmer, mais ils ne le veulent pas, ce qui est normal. Il propose aux Iraniens, il accepte maintenant le nucléaire, mais sous contrôle. Les Iraniens ne le veulent pas, puisqu'ils ont payé du prix du sang. Il propose à ce qu'il n'y ait plus de proxy. Les Iraniens n'en veulent pas non plus, puisque c'est quand même leur sécurité. Et il propose simplement une paix dans les conditions qui sont plus celles qu'il avait posées au départ, négociées, en espérant obtenir le moindre mal. C'est-à-dire qu'il doit justifier auprès de sa population et de son État qu'il a engagé une guerre qui n'est conduite nulle part. Et surtout une guerre qui était finalement très rapide. C'est une guerre éclair, 4 semaines pour être très précis, hein, vraiment actif. Une 4 semaines active, mais maintenant, c'est plus le cas. Donc le problème de Trump, c'est qu'il ne sait pas comment faire pour sortir de son bourbier à lui. Il s'est engagé dans une guerre qui était largement réclamée depuis près de 35 ans par Netanyahou, qu'aucun président américain a eu la bêtise d'engager, parce que l'Iran, il faut le rappeler, 90 à 92 millions d'habitants, à la limite le nombre n'est pas important, mais surtout l'Iran, grande puissance industrielle, qui fabrique des missiles, des avions, des bateaux, qui fabrique ses propres véhicules, qui fabrique son propre armement sous sanction depuis 47 ans, 48 ans bientôt. Eh bien, l'Iran a été parfaitement en mesure de faire face à une agression américaine qui ne pouvait pas être autre chose que les bombardements. L'Amérique ne peut pas investir le terrain iranien par les voies de mer, c'est très bien protégé, ne veut pas même prendre l'île de Karg, alors que Trump avait menacé de le faire, parce que ce serait un véritable mouroir, ce serait pire qu'à Iwo Jima au Japon, en 1945. Donc Trump se sait en danger. Les midterms arrivent bientôt, dans 3 mois. Il n'a pas l'autorisation de faire la guerre, parce que le Parlement ne l'a pas autorisé pour l'instant. Et il espère pouvoir obtenir ce qu'il n'a pas obtenu par la guerre, par les sanctions économiques. 47 ans de sanctions économiques, ça n'a rien fait. Comment pourrait-il provoquer un crash économique dans un pays qui est déjà depuis très longtemps sanctionné et qui a, effectivement, tu l'as souligné à l'instant, parfaitement su s'adapter aux sanctions et adapter son système. L'Iran est durement frappé par les sanctions, mais ça n'a pas fait écrouler l'économie. Ça ne peut pas le faire. La Russie a un train, alors plus finir les sanctions, ça n'a pas fait écrouler l'économie. Le principe de vouloir faire d'un pays qui est déjà très bien équipé sur le plan industriel, qui a l'énergie à revendre, qui a un territoire immense, qui a des terres à n'en plus finir, qui a les capacités de nourrir sa population, et qui a surtout des alliés importants. N'oublions jamais que l'Iran fait partie maintenant des BRICS+, donc qui a des alliés économiques, qui ne répondent pas à ces injonctions, et la Chine l'a dit très justement. Ce sont des sanctions qui sont illégales, elles ne sont pas demandées par l'ONU, et la Chine se borne au droit international, donc n'acceptera pas de répondre à cette demande américaine. Donc le travail est fini, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance de victoire. Mais on voit bien que Trump fait tout pour donner l'impression qu'il va réussir. Ces traités de paix qu'il avance tous les 3 jours qui n'aboutissent pas. Cette volonté de plier l'Iran par les militaires, ça n'aboutit pas. Et je le dis et répète, ce n'est pas des bombardements aériens qui font gagner une guerre, ça n'existe pas. Les Allemands ont subi de 40 à 45 des bombardements qui n'en finissaient pas. La victoire, elle est arrivée sur le territoire, elle est arrivée par le terrain, elle est arrivée par les armes, par les blindés, par la prise du territoire, par la force, c'est ça la victoire. Or, Trump ne peut pas faire ça. D'abord parce qu'il n'a pas les effectifs, il n'a pas les soldats qui sont combatifs, ils n'ont pas envie d'y aller, hein, clairement, ils ne sont pas fous. Il a un Iran qui est déterminé, qui défend son territoire et qui est capable de donner tout le sang de sa population pour obtenir une victoire. Donc là, évidemment que le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, se moque des Américains, parce que ce n'est pas la première fois qu'on annonce ce genre de sanctions mirobolantes, extraordinaires, qui mettraient l'économie iranienne à genoux. Mais ça témoigne d'une réalité. Ça vient de démontrer qu'aujourd'hui, le monde occidental, et particulièrement l'extrême occident que j'appelle les États-Unis, l'extrême occident américain est incapable de vaincre un pays de taille moyenne, incapable de le faire plier.
Parce que les guerres ont changé. Aujourd'hui, la guerre, c'est plus la guerre la guerre à papa, les gros navires, les porte-avions, les porteuses de bombes GBU qui font des tonnes et qui massacrent des bunkers qui font 6 mètres ou 10 mètres ou 20 mètres, on dira, mais qui ne peuvent pas toucher les montagnes iraniennes. Il a prétendu, par exemple, dans ce communiqué que tu viens de lire, tu n'as pas tout lu, mais il y a une partie où il dit « Nous avons détruit l'aviation, nous avons détruit les bateaux, enfin la marine, nous avons détruit les centres industriels et la production militaire, on a tout détruit. Alors qu'est-ce qu'il va attaquer ? C'est quoi le danger puisqu'il a tout détruit ? Ben, il n'a rien détruit du tout. Ce qu'ont vu même les autorités sionistes, elles ont dit elles-mêmes, nous avons frappé fort, avec des bombes à n'en plus finir, très chères d'ailleurs, et nous avons frappé que les murs. C'est-à-dire que c'est des bunkers qui ont été sécurisés par les murs dans les montagnes. Une fois que le mur s'effondre, les Iraniens ont déblayé et ont reconstruit un mur. Donc les entrées ont été déblayées et ils ont continué à travailler comme si de rien n'était. On ne peut pas avoir un territoire par l'aérien, on le sait très bien. Les sionistes ne feront jamais d'envoi de forces terrestres parce qu'ils n'ont pas les moyens. De toute façon, ils n'ont pas les moyens de les déporter, puisqu'il faudrait passer par les pays arabes, donc ils seraient attaqués avant. Et au-delà de ça, même s'ils arrivaient à la frontière iranienne, ils se feraient laminer. Trump n'a pas compris que de 80 à 88, l'Iran a su résister, après la révolution islamique, à un Irak suréquipé par l'Occident. C'était quand même une puissance militaire considérable. Ils ont résisté 8 ans sans aucune difficulté. Ça a 2 millions de morts, malheureusement. Ils ont résisté à la guerre des villes entre l'Iran et l'Irak, qui a commencé en 86. Ils ont résisté aux bombardements chimiques. Ils ont résisté à toutes sortes d'offensives violentes et n'ont pas plié. Parce que ce qui fait la différence entre l'Iran et les États-Unis, c'est que d'abord, les Américains ne sont pas chez eux là-bas, pour commencer. Et surtout, c'est que l'Iran est mu par des principes religieux. J'entends le culte chiite du martyr, qui autorise les Iraniens à accepter de tomber en martyr pour leur pays. Le premier qui l'a prouvé, c'est Ali Khamenei, qui a accepté de mourir chez lui, se sachant en danger. Il savait que les bombes américaines arriveraient, il n'a pas bougé. Et donc, une fois qu'un pays est mu par ce genre de principes-là, qui ne sont pas l'argent, ce n'est pas des mercenaires, ils défendent leur territoire sur les principes religieux, c'est difficile, on va dire même parfois illuminé, d'espérer envoyer des mercenaires, soldats américains, aller mourir là-bas. Donc Trump ne veut pas, on voit bien ce qui se passe dans les porte-avions, où il y a du sabotage en interne pour empêcher que le porte-avions se rapproche trop des côtes iraniennes, de peur d'être coulé par un missile hypersonique qui est inarrêtable. Mais surtout, et c'est le plus important, l'Iran a des armes à n'en plus finir dans la région à faire valoir. D'abord, ils ont Israël en permanence qui peut bombarder, sans aucune difficulté, puisque le dôme de fer est quasiment plus rien et c'est caduc. Ensuite, ils ont la possibilité de faire travailler leur proxy de plus en plus fort. Ils le font très bien avec le Yémen, par exemple, avec les Houthis. Et puis le Hezbollah, c'est le Liban qui fait un travail incroyable au quotidien. Et puis surtout, l'Iran a le levier du détroit d'Ormuz. S'il veut empêcher des navires, ils ont laissé passer des navires irakiens parce que l'Irak est allié de l'Iran aujourd'hui. Quelle ironie du sort, c'est l'Amérique qui a créé ça sans le vouloir. S'ils veulent empêcher de passer le trafic mondial, ils peuvent le faire sans problème. Il suffit de miner le territoire et d'envoyer des missiles, ils l'ont fait d'ailleurs, sur des cargos ou des bateaux qui voudraient emprunter le passage. S'ils veulent détourner le trafic en passant par l'autre voie qui est beaucoup moins praticable, les Iraniens peuvent l'intercepter sans problème. Ils disposent actuellement de 1500 véhicules rapides marins, tous équipés de lance-roquettes et de missiles. Donc la possibilité de pouvoir être très polluant. Ensuite, si l'Iran veut bloquer les détroit de Bab el-Mandeb en demandant aux Houthis de participer à ce déblocage, ils peuvent le faire sans difficulté. Si l'Iran veut réactiver les proxys et relancer les guerres dans la région, et particulièrement en Irak, où des forces américaines sont toujours en train d'occuper la région, ils peuvent le faire, ils le font très bien. L'Iran a aussi la possibilité de jouer les cartes du pétrole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cours, tu l'as signé, les cours du baril sont artificiellement bas. Pas haut, mais bas. Le ministre de l'économie américain, de l'économie, pour être précis, je ne sais plus le terme exact en américain. Le secrétaire au Trésor. Le secrétaire au Trésor. Le secrétaire au Trésor fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. Très rapidement. J'ai fait 10 ans de marché financier, je connais très bien le principe de la spéculation immobilière, la spéculation boursière. Trump parie à la baisse quand il fait un effet d'annonce guerrier. Ensuite, il parie à la hausse quand il fait un effet d'annonce pacifique. C'est bon, on a trouvé la paix. Donc, il a ramassé 2 milliards de dollars comme ça assez facilement. Il a augmenté sa fortune de façon considérable en jouant le cours. Trump fait croire au monde entier, alors que ce qui est grave, c'est que les réserves stratégiques, je traduis ce que sont les réserves stratégiques, c'est les réserves de sécurité que les États occidentaux mettent en place pour faire face à un conflit qui ressemblerait à 1973, où à l'époque, il n'y avait pas de réserve stratégique, où on se retrouve complètement à sec. Là, ils ont donc des silos, ils ont des réservoirs considérables de gaz et de pétrole qu'ils peuvent utiliser pendant 1, 2, 3, 4 mois peut-être. Une fois que les réserves stratégiques sont à sec, après, on se retrouve à pousser le véhicule parce qu'il n'y a plus de pompe à essence alimentée. Or, là,
l'Amérique a touché à ses réserves, comme l'Occident, comme l'Europe. Et Trump, dans les marchés financiers, quand on entend qu'on touche aux réserves stratégiques, normalement, le pétrole, il explose. Là, il est maintenu artificiellement bas parce que Trump fait des effets d'annonce pour rassurer les marchés. Il fait croire que le pétrole sera toujours abondant, ce qui est faux. Il fait croire que l'Amérique qui produit du pétrole et du gaz de schiste peut compenser les pertes moyen-orientales, ce qui est faux. Pourquoi ? Parce que quand on connaît bien les marchés, d'abord les marchés financiers, c'est quelque chose, pour l'avoir pratiqué, qui n'est absolument pas rationnel. Ça ne répond qu'à un principe, le panurgisme, donc les moutons de panurge. Quand il y a une panique, tout le monde panique. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand il y a un titre qui dit il faut vendre un titre, tout le monde vend les titres. Il y a un effet vraiment d'entraînement assez faramineux. Or, actuellement, les marchés financiers ont déjà anticipé que le pétrole allait augmenter, donc il fallait acheter du pétrolier pour gagner des bénéfices. Parce que les compagnies pétrolières, quand le pétrole augmente, font des profits considérables. Ils ont tout intérêt à ce que ça augmente. Je parle des pétroliers, je ne parle pas du peuple. Et il se trouve que les marchés financiers, par définition, surréagissent à n'importe quelle information. C'est comme une maladie, quoi. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a le moins de petites difficultés, on survend ou on surachète. Avec les effets leviers, c'est encore pire. Donc, ça veut dire qu'on peut acheter encore plus que ce qu'on a comme argent. Et donc, la spéculation spéculation financière, excuse-moi, par rapport à ça, est une spéculation qui est engagée déjà maintenant, mais à la baisse. On veut faire croire que le baril de pétrole vaut moins de $110, ce qui est faux, il vaut largement plus. Pourquoi ? Parce que les indicateurs d'État annoncent, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Donc, tant que l'État américain garantit qu'il n'y a pas de problème, les marchés disent, bon, bah, pas trop spéculer, on ne sait pas. Or, le problème est déjà engagé. Maintenant, très rapidement aussi, le prix du pétrole qu'on nous met à la figure immédiatement à la pompe, on le fait l'augmentation instantanée, ne correspond pas au prix d'achat du pétrole des pétroliers, qui achètent ce qu'on appelle les contrats à terme, qui achètent sur les contrats à 3 mois, 6 mois, 12 mois. Donc, il y a des prix garantis avec une livraison garantie au prix d'achat. C'est comme ça que ça se passe. Donc, eux, pendant qu'il y a l'annonce au Moyen-Orient d'augmentation du risque, ils amplifient immédiatement le phénomène à la pompe et ils nous arnaquent. Ils augmentent le prix alors qu'ils n'ont pas payé ce prix-là. Mais en vérité, dans 3-4 mois et l'hiver qui va approcher, on va se rendre compte qu'il y a des besoins grandissants de pétrole et de gaz. Avec l'hiver, pourquoi ? Parce qu'il faut se chauffer. Parce qu'il faut assurer que les centrales à charbon, à gaz, à pétrole, les véhicules, tout ça, puissent travailler normalement. Parce que ça coûte beaucoup d'énergie aux entreprises pour chauffer l'appareil industriel des entreprises. Ça coûte beaucoup d'énergie aux familles pour chauffer les logements, même si on a augmenté l'optimisation énergétique, ça n'est pas zéro. Et que l'hiver, traditionnellement, il y a une surconsommation d'énergie. Et qu'on a une réduction de l'offre de pétrole parce qu'il ne passe plus par le canal, parce que c'est 20% en gros du trafic mondial. 1/5 de l'approvisionnement mondial, et en Europe c'est particulièrement vrai, vient du Moyen-Orient. Et donc, quand on a un déficit d'offre et une augmentation de la demande, mécaniquement le prix augmente. Or, l'Amérique joue sur la spéculation pour faire croire, vous inquiétez pas, on va suppléer. Le problème, c'est que l'Amérique peut mentir sur l'Ukraine et la Russie en disant on vous vend du GNL, du gaz naturel liquéfié. Ça, ils ont réussi à mentir, x4 le prix. Par contre, ça, ils ne se sont pas trompés sur le prix de vente. x4. Parce que les liquéfactions, ça coûte cher, et la regasification, ça coûte cher. Le transport, ça coûte cher. Bref, c'est pas intéressant d'importer américain. Mais le pétrole, c'est pareil. Le trajet États-Unis-Europe, ça coûte cher. Et en même temps, l'Amérique ne peut pas contrôler les cours éternellement. Et le spéculateur financier, lui, a tout intérêt à ramasser de l'argent à la hausse. Donc, quand l'Amérique montrera, c'est pour ça qu'ils font tout un tas de manœuvres pour faire croire qu'ils contrôlent la région, comme quand Trump dit que, par exemple, le détroit d'Ormuz lui appartient, c'est ridicule. Il n'appartient à rien du tout. Il est incapable de mettre des soldats là-bas. Donc, eh bien, quand l'Amérique fait ça, c'est une façon de manipuler les cours et de faire croire tout est sous contrôle. Vous inquiétez pas. Parce que l'hiver se rapproche. Or, quand on va savoir que les réserves stratégiques sont largement entamées, qu'on continue à creuser dans les réserves et qu'il y a le risque de pénurie en réserves stratégiques, je ne parle pas de pétrole et de gaz, je parle de réserves constituées en Occident de pétrole et de gaz, quand il y aura une pénurie de pétrole pour avancer les véhicules et qu'on va se retrouver, si jamais la guerre continue, à pousser à la pompe les véhicules parce qu'il n'y a pas d'essence, là, il y aura un effet panique réel. Et là, le pétrole risque de monter à $200. Donc, mécaniquement, si le pétrole est à $200, le prix à la pompe sera de 2 à 4, voire 6 euros. Ça, c'est quelque chose que ne veut pas donner Trump comme information. Il veut rassurer. Il veut montrer qu'il est fort aux Iraniens pour montrer qu'il n'a pas perdu la guerre alors qu'il a perdu. Pourquoi ? Parce que gagner une guerre, ce n'est pas détruire des maisons, des civils ou tuer dans une école pour enfants 165 enfants. C'est pas ça, gagner une guerre. C'est pas détruire les immeubles de façon barbare ou détruire la côte. Ça, c'est pas une guerre. Ça, c'est une défaite. C'est toucher les objectifs stratégiques et atteindre ces objectifs. Or, il faut le rappeler à chaque fois, les objectifs stratégiques de l'Amérique, c'était
que l'Iran renonce au nucléaire civil et militaire, pas seulement militaire, civil, que l'Iran donne les 450 kg d'uranium hautement enrichi à 60%, et que l'Iran abandonne son programme balistique de missiles pour le baisser à 400 km et pas à 4000 km, parce que maintenant ils arrivent à 4000 km, et que l'Iran abandonne le soutien aux Houthis, au Hezbollah irakien, au Hezbollah libanais et aux Palestiniens. C'est ça l'objectif. Aucun de ces objectifs n'a été atteint. Pire encore, maintenant il les abandonne lui-même, Trump. Il ne parle plus de ça. Maintenant il parle du détroit d'Ormuz. Il a déporté la question. Deuxième aspect important. Trump est un manipulateur et un menteur, on le sait, qui est incapable d'assumer ce qu'il a dit. Mais il y a un autre aspect important, c'est que maintenant il espère réduire la casse en réouvrant aux voies navigables sans paiement le détroit d'Ormuz. Il sait que ce n'est pas possible, mais il espère. Il menace Oman, qui a dit quasiment oui à l'Iran. C'est pour ça qu'il a menacé de bombarder Oman récemment, pays le plus pacifique de la région. Je rappelle que c'est le pays qui fait le go-between, qui est plutôt le modérateur, qui est plutôt le négociateur. Il menace de faire ça, il ne le fera pas, mais il menace pourquoi ? Pour dire non, mais je ne veux pas que cet accord entre l'Iran et Oman se fasse, qu'il fasse payer les droits de passage. Et l'entité sioniste, en l'occurrence Israël, elle, qui a perdu aussi. Je rappelle, il y a quelques mois, nous annonçait que le Hamas avait des tunnels de kilomètres de tunnels. Il parlait de 300 km sur une bande de 45 km. Hein. Bizarrement, on ne parle plus de tunnels. Bizarrement, ils ne les ont pas filmés. Bizarrement, on ne voit pas ces images de tunnels qui font des kilomètres. Parce que c'était quoi ? C'était 200 mètres de tunnel, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, il disait, si on libère les otages, on arrête la guerre. Il continue la guerre, évidemment. On ne peut pas leur faire confiance. Si on en finit avec la résistance palestinienne, on arrête la guerre. Ils continuent la guerre. Ils la font même en Jordanie, et en Cisjordanie, et ils la font aussi au sud Liban. Donc, tous ces pays-là ne fonctionnent que par les rapports de force et de guerre. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les rapports de force et de guerre sont inversés. Une guerre asymétrique. L'Iran fabrique pour pas cher des véhicules qui font des gros dégâts, quand l'Amérique fabrique des missiles qui coûtent très cher et qui font des dégâts, finalement, qui ne rapportent pas grand-chose. L'Iran a des moyens de frappe à distance qui lui interdit d'utiliser des avions de combat, évidemment, mais ils n'en ont pas besoin. C'est les mêmes dégâts. Vous envoyez un missile sur un objectif israélien, un avion ou un missile, c'est le même résultat, avec moins de risque pour le pilote, parce qu'il n'y a pas de pilote. Donc, c'est dire à quel point aujourd'hui on est arrivé à un seuil où cette guerre du XXe siècle, finalement, n'est plus valable, où l'Iran a montré de façon faramineuse que les guerres asymétriques pouvaient être gagnées avec des moyens faibles. L'Amérique a 900 milliards de budget militaire par an, où il paye du matériel de haute technologie très cher pour pas grand-chose. Et aujourd'hui, elle se rend compte que l'Amérique n'a plus les moyens de déployer des missiles intercepteurs trop chers, n'a plus les moyens de protéger son petit enfant chéri Israël trop cher, n'a plus les moyens, est obligé de prendre des missiles à droite et à gauche en Europe, en Asie pour essayer d'alimenter sa guerre. Que Trump se sait aujourd'hui quasiment rupture de stock et que son état-major, il commence à l'écouter. Il dit, attends, c'est chaud, t'es en train de faire n'importe quoi. Là, on se ridiculise. Là, il y a une peur. On ne peut pas attaquer l'Iran. On t'a toujours dit qu'on ne pouvait pas. Tu ne nous as pas écoutés. Donc, Trump est un peu, c'est à l'image, et là, je vais faire un parallèle intéressant sur le plan historique, à l'image d'un fou furieux comme Hitler, qui, pensant être un génie militaire, n'écoutait plus son état-major et a dégagé tous ses grands généraux. C'est devenu lui le général en chef. Bilan des courses, 45, il est liquidé. Et bien, Trump, c'est pareil. Il n'écoutait plus son état-major, se prenait pour un grand général, alors que c'est un mec du bâtiment. Donc, bilan des courses, l'échec est consommé. Aujourd'hui, il se sait en difficulté, il sait qu'il a déconné, il sait qu'il a écouté un taré comme Netanyahou, qui est un extrémiste de droite, et il sait qu'il n'a pas de solution iranienne parce que les Iraniens ne veulent rien entendre. Et maintenant, les doléances iraniennes, c'est des points importants, au moins une dizaine de points qui ont été posés sur la table, dont le premier, vous allez réparer les destructions commises chez nous, 300 milliards de dollars. Vous nous laisserez les trois Hormuz, on ne discute pas. On garde notre uranium enrichi, on fait ce qu'on veut. Voilà ce qui se passe et on continue à maintenir le soutien à la Palestine et à ce qu'on appelle l'axe de la résistance. C'est ça. Et ils vont faire pression, les Américains, sur les sionistes maintenant pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre. Sauf que Netanyahou, qui lui-même est coincé, parce que lui, il sait qu'après son mandat, il va devoir répondre à la justice pour les crimes qu'il a commis. Et il sait qu'il a vendu le rêve à son peuple alors qu'il s'est planté. Il sait que le messianisme sioniste ne marche pas. Eh bien, Netanyahou essaie de sauver les meubles aussi. Donc, c'est deux hommes qui sont à l'offensive qui sauvent les meubles. On n'est plus sur les hommes en position de confort. On est sur les hommes qui vont pas bien. Et puis moi, je note quand je lis en anglais, ça c'est facile parce qu'il est très basique. Hein. Ce qui est génial avec Trump, c'est qu'il est très basique partout. Hein. Quand il fait des communiqués, c'est tellement débile. Tu le lis en 2 secondes, tu le traduis en 20 secondes. C'est tellement gamin qu'on a l'impression que c'est un gamin de 14 ans qui a écrit. C'est vraiment, j'ai fait ceci, je vais faire très mal, attention, ça va être cataclysmique. C'est vraiment, c'est même pas le terme qu'il utilise, c'est catastrophique plutôt. Il utilise des termes basiques parce qu'il essaie de faire peur, comme un enfant voudrait faire peur à son petit frère. Le problème, c'est que l'Iran, c'est pas son petit frère.
L'Iran est un pays qui a d'abord une civilisation de 6000 ans, pas mal. L'Iran est un pays qui est industriel. C'est la première fois que l'Amérique, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis le Japon et l'Allemagne, fait la guerre à un pays industriel. Ça n'était jamais arrivé depuis 1945. Et l'Iran, c'est un pays qui a des gens déterminés qui se battront jusqu'au dernier homme pour gagner. Donc l'échec de Trump est consommé. L'échec de Biden, c'était l'Ukraine. L'échec de Trump, c'est l'Iran. Ouais, c'est très clair et je suis complètement aligné avec toute cette analyse. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport effectivement à ce que représente aussi le détroit d'Ormuz pour la société américaine et pour l'économie américaine. On sait aujourd'hui, et Donald Trump l'a reconnu lui-même, que c'est 40 000 milliards de dollars de dette américaine, soit 125% du PIB. C'est vraiment symptomatique de ce pourquoi l'Empire américain aujourd'hui, l'hégémon, se bat et lance tous ces conflits, la majorité de ces conflits partout dans le monde. Ce qui est assez fascinant, c'est que on est en train d'assister à un géant qui est en train de s'écrouler, qui emmène ses partenaires avec lui à terre et qui ne sait pas quoi faire entre garder ses acquis au risque de s'isoler encore plus. Je pense par exemple à effectivement tous les actifs qu'il a au Moyen-Orient, mais pas uniquement des bases militaires, mais aussi des actifs, c'est des actifs économiques qui sont aujourd'hui clairement en danger, puisque plusieurs pays du Golfe et plusieurs alliés aujourd'hui renoncent à des contrats avec les Américains. Je pense notamment aux big data centers en Arabie Saoudite et dans certains pays du Golfe. Mais on a l'impression que le détroit d'Ormuz, qui représente le pétrodollar à lui seul, c'est-à-dire c'est une zone qui représente ce que signifie le pétrodollar pour la monnaie américaine, pour l'économie américaine. On voit bien qu'aujourd'hui, les Américains, ils ont eu du mal, ils se sont pas fait confiance en se disant peut-être qu'avant de lancer cette guerre, avant de suivre aveuglément Netanyahou, on va peut-être écouter ce que les Iraniens menacent de faire en cas d'attaque. À plusieurs reprises, les Iraniens ont prévenu. J'en avais déjà parlé dans d'autres émissions. Le professeur Saïd Morandi a dit plusieurs fois si on nous attaque, voilà ce qui va se passer. On détruira les bases américaines, mais on va bloquer le détroit d'Ormuz. On détruira potentiellement les câbles de connexion sous-marins, les connexions haut débit Internet. Voilà ce qu'on risque de faire. Et on a l'impression que cette administration Trump est allée en guerre sans planifier. Donc ça, c'est un peu ce que récolte l'Amérique aujourd'hui en s'étant attaqué un pays souverain, comme tu le disais, au-delà d'une certaine taille. Tu parles de taille moyenne. J'ai envie de dire que même un pays comme le Yémen aujourd'hui n'arrive pas à capituler, enfin ne peut pas capituler face à l'Amérique. Je pense par exemple à cette fameuse opération Freedom of Navigation lancée l'année dernière par les Américains et par Israël. Ils n'arrivent plus effectivement conventionnellement à projeter une puissance et à soumettre des pays qui ont un minimum de capacité de répondre. Et à côté de ça, il doit préserver son économie. Et on sent bien que cette guerre avec l'Iran, c'est l'enjeu, c'est un enjeu pour sauver un peu cette bulle de monnaie américaine qui en fait est spéculative constamment. C'est une économie qui est basée effectivement sur le libéralisme, le capitalisme, etc., mais surtout sur le pétrodollar. Et donc, il ne sait plus quoi faire entre continuer à faire pression et essayer d'étrangler l'Iran au risque de s'étrangler lui-même, et en même temps en essayant de trouver une porte de sortie honorable à l'Amérique. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les États-Unis demain si cette guerre continue? Parce qu'on voit bien enfin, tu veux dire, comment est-ce qu'on peut projeter encore la promesse américaine, c'est-à-dire achetez-nous des bons
au Trésor américain, faites confiance à notre économie, continuez à investir dans les intérêts américains, qu'ils soient aux États-Unis ou dans d'autres régions du monde, sachant qu'on peut ni vous protéger, ni assurer de vous rembourser, puisqu'on a une dette qui dépasse les 125% de notre PIB. Quel est ton point de vue sur ce sujet aujourd'hui? Est-ce que les États-Unis sont en train de se suicider économiquement et politiquement? Alors, il y a plusieurs questions abordées, effectivement, importantes. Bon, là, c'est mon dada, puisqu'on parle d'économie. J'étais passionné d'économie il y a quelques années. Comme j'ai fait les marchés financiers, on ne peut que connaître l'économie et la connaître dans la pratique. La pratique économique est intéressante parce qu'on apprend le monde. On apprend l'ouverture des marchés américains, on apprend la clôture de New York et Dow Jones et Nasdaq, on apprend l'ouverture des marchés du Japon, par exemple, le Nikkei, les différents indices, Nikkei, Euronext et tout le reste. Et on apprend que le monde est un village planétaire. Ça, c'était dans les années 2000, j'avais appris ça. Et donc, on apprend aussi la réaction et la surréaction, la bulle spéculative Internet, le 11 septembre, tout un tas comme ça d'éléments qui font que le marché surréagit. Le point du marché, c'est qu'il s'inscrit sur de la réaction psychologique. Le marché est très psychologique, il n'est pas du tout rationnel. Et dans le marché, on a ce qu'on appelle les analyses techniques et fondamentales. Technique, c'est des graphiques. Il y a des types qui font des calculs mathématiques, font des modèles mathématiques pour acheter ou vendre des actions en fonction du graphique, en fonction de ces montées. Ces montées, ça doit redescendre nécessairement parce qu'il y aurait des gaps à compenser. Il y aurait tout un tas une sorte de science un peu fantaisiste à laquelle j'ai du mal à adhérer, mais bon, tout le monde va sur les graphiques. Et il y a l'analyse fondamentale, ce que vaut vraiment l'action, ce que vaut vraiment la société, fondamentalement, ses richesses constituées, son patrimoine, ses avoirs, ses capacités à créer de la richesse, ses perspectives économiques, les bénéfices qu'elle peut dégager, si elle les dégage, les profit warrants, donc les avertissements sur les bénéfices, il n'y en a pas. Tout ça, c'est des réalités économiques qu'on trouve dans les marchés financiers. C'est une économie parallèle, les marchés financiers. Ce n'est pas de l'économie réelle, parce que très souvent, ils surréagissent sur un plan émotionnel. Et c'est normal, on spécule à plein régime. Et l'Amérique, c'est pareil. C'est une baudruche économique qui est en vérité une réaction, une surréaction permanente qui, depuis le pacte de Quincy en 1945, a dit nous allons créer un concept nouveau qui est notre monnaie adossée, non pas à l'or, puisqu'ils ne sont pas assez d'or, à Fort Knox, pour pouvoir compenser l'émission de monnaie américaine sur le marché national et international. Il y a trop d'argent par rapport aux richesses de la Réserve Banque, la Banque Réserve fédérale américaine, la Fed. Il y a trop d'argent sur le marché par rapport à ce qu'elle possède en contrepartie en or ou en devise. Donc, ils ont créé un concept qui est de dire on va adosser le pétrole, non pas seulement à l'or de Fort Knox ou aux devises, on va l'adosser le dollar au pétrole. Ils ont fait la jonction des deux, ils ont inventé l'idée du pétrodollar. Parce qu'ils ont fait main basse après 1945, vu que l'Angleterre était à genoux, la France aussi, ils ont fait main basse sur la région, signé un accord avec Ibn Saoud, donc le pacte Quincy, le pacte du nom du navire sur lequel il a signé. Et ils ont dit, nous vous protège, en contrepartie, vous nous garantissez qu'on exploite votre pétrole et vous touchez 5 ou 10%. Vous ne touchez rien à l'époque. Hein. Le pétrole saoudien, les gens ne le savent pas, a été en partie nationalisé en 1980. De 45 à 80, les Américains se régalent. Hein. C'est gratos. Hein. L'Aramco, American Company, au départ, est une compagnie de pétrole américaine, et pas saoudienne. Après, ils vont la rebaptiser un petit peu, ils ont changé ça. Ils vont essayer faiblement de nationaliser 9 ans après l'Algérie, il faut voir un peu le retard, et ils finissent par récupérer beaucoup de royalties, les Saoudiens. Mais il n'en demeure pas moins que le pacte qui les lie est toujours, aujourd'hui, moins maintenant apparemment, mais toujours d'actualité. Il faut comprendre donc que l'Amérique dit aux Saouds, on vous protège, et que les Saouds disent, on vous file le pétrole gratos. Voilà ce qui s'est passé. Le premier choc pétrolier de 1973, c'est pas les Saouds qui font le travail. C'est un prince, enfin un roi qui s'appelait Faisal, qui a le courage de dire aux Occidentaux, vous avez soutenu Israël, on coupe l'approvisionnement. Voilà. C'est la première fois qu'un pays arabe, je ne parle pas de l'Algérie qui avait déjà commencé, mais dit, voilà, maintenant on se met d'accord. On n'est pas d'accord avec cette guerre. Parce qu'ils ont annexé à l'époque le Sinaï, ils ont annexé le Golan, enfin, ils ont annexé tous les territoires qui appartiennent aux Arabes, en plus de la Palestine. Et donc l'Amérique aujourd'hui a une dette effectivement de 125% de son PIB. Le PIB, c'est quoi? C'est le produit intérieur brut. C'est quoi? C'est la capacité d'un pays à créer de la richesse. En gros, c'est le gros business. Qu'est-ce qu'on peut créer comme richesse? Et la dette, c'est ce qu'on utilise pour financer les comptes de l'État. À l'origine, c'est plutôt pour l'investissement, maintenant c'est pour les déficits. On utilise ça pour financer les comptes de l'État. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est comme si un salarié gagnait 1 200 € par mois et avait une dette de 1 400 € tous les mois. Et bien, c'est ça l'Amérique. On a une dette qui dépasse
de 125%, donc c'est 100% plus 25% en plus, le PIB, la capacité de créer la richesse totale de l'Amérique. Créer de la richesse, ça n'est pas l'impôt. Créer de la richesse, c'est total. Après, l'imposition, c'est une part faible de cette création de richesse, comme en France. En France, l'imposition, c'est à peu près 10% de la création de richesse. C'est 3200 milliards la création de richesse. L'imposition, c'est 320 milliards. Donc, c'est 10%. Donc, quand un pays se retrouve avec une goutte d'eau en prélèvements fiscaux pour faire face à une dette qui est 10 fois supérieure à sa capacité à lever l'impôt, c'est qu'il est en cessation de paiement. Et quand on fait un peu d'économie réelle, en l'occurrence d'économie d'entreprise, on sait qu'une entreprise, en gestion pure, je parle, quand elle a 50% d'endettement, donc si elle a 50% d'endettement par rapport à sa création de richesse, on doit la liquider. C'est la règle. C'est-à-dire qu'elle est mise en observation et s'il n'est pas capable de réduire sa dette, on la liquide. Un État peut monter à 125% d'endettement, on n'y touche pas. Parce qu'on parie sur l'argent en dette maintenant. C'est-à-dire qu'un État qui est faillible, comme l'Argentine en 90, on dira, ah non, vous inquiétez pas, on va reprofiler la dette, on va la rallonger. Donc l'Amérique est dans une situation difficile. Maintenant, pour faire un peu dans la culture, je vais me faire plaisir, j'ai étudié pendant une dizaine d'années le nazisme, j'ai vraiment beaucoup étudié la période pour comprendre le mécanisme qui présidait au système nazi, sur un plan économique, sur un plan politique, sur le plan de la prédation. Or, le nazisme était un modèle de société ultralibérale, comme l'extrême droite en général, qui dit bosser comme des chiens, on vous donnera un peu de vacances pour la déco, mais bossez. Vous devez créer de la richesse à tout prix. C'est un pays qui était ultra dépendant des importations et qui devait donc faire des industries et qui était ultra déficitaire. Il avait une dette abyssale par rapport à sa dette de guerre de 14-18, mais surtout, il avait sa pays qui était en difficulté chronique. J'avais lu un bouquin, j'ai deux bouquins différents, un qui parlait du banquier du diable, donc de François Guichard, et qui expliquait comment Yann Marchart, qui était à l'époque l'ex-directeur de la Reichsbank, a pu lever de l'argent en parallèle de sa monnaie qui ne valait rien. C'était celui qui avait sauvé l'économie allemande. Et à côté de ça, il y a aussi le système de prédation que Yann Marchart, au bout d'un moment, a dénoncé et que l'Allemagne a mis en place. Il a dit notre économie surchauffe, il faut arrêter, il a été viré. C'est les nazis qui ont pris le relais définitivement. Et il y a un livre écrit par Gott Sally, qui est un Allemand, qui est un historien allemand extraordinaire. C'est un livre de 300 ou 400 pages que j'ai lu et qui explique comment l'Allemagne a réussi à faire en sorte que le niveau de vie allemand reste élevé avec une dette abyssale et par la politique de prédation. D'abord sur les Juifs, on vole les biens des Juifs en Allemagne. Ensuite, quand ils font l'Anschluss, ils volent l'argent de la Banque centrale autrichienne. Ensuite, quand ils vont envahir la France, l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark, tout le reste, pareil, ils prennent l'argent des banques centrales. L'Allemagne n'a même pas arrêté de voler l'argent pour garantir que le niveau de vie des Allemands soit toujours aussi élevé. Donc, évidemment, quand on a un niveau de vie élevé, il faut de l'argent. Si on n'a pas suffisamment de capacité à créer de l'argent, il faut le prendre. Eh bien, aujourd'hui, l'Amérique est dans la même situation. D'ailleurs, c'est très ironique parce que Trump est d'origine moitié anglaise, moitié allemande. Apparemment, il est très fan des Allemands. Et il se dit, mon pays est une grande puissance militaire comme l'Allemagne était en son temps. Mon pays est une puissance prédatrice. Et l'économie allemande aujourd'hui, l'économie américaine est une économie de prédation. Donc, si je veux garantir que le niveau de vie des États-Unis soit maintenu, je ne peux pas aller en confrontation avec la Chine, trop dangereux, puissance nucléaire et surarmée. Je vais faire la prédation. Je vais aller voir ce qui s'est passé. Là. Il a attaqué l'Amérique du Sud, il a attaqué à un moment donné le Nigeria, enfin il fait n'importe quoi, mais c'est pour me dire, tous ces pays-là me devront la dîme. Ils vont devoir assumer, ils vont devoir financer ma dette abyssale. Pour information, 40 000 milliards de dollars de dette, la France fait 3 200 milliards de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est le PIB. 40 000 milliards, c'est même pas une dette, c'est un cauchemar. C'est une dette insoluble. Même si l'Amérique faisait plein d'efforts pour la régler, elle ne peut pas la régler. Pire, c'est la dette la plus sale qui soit parce que c'est une dette de fonctionnement. C'est pas une dette d'investissement. Je traduis. Quand vous empruntez à une banque pour lancer votre société et pour acheter des machines-outils, c'est une dette productive. C'est de l'investissement productif. Vous prenez l'argent, vous achetez les machines, ça crée de la richesse, vous remboursez. Ça, c'est très sain. C'est une dette qui est positive. Quand vous empruntez, pas pour m'acheter des machines, mais pour payer les salariés parce que vous n'avez pas les moyens de les payer, là, vous n'êtes plus dans la dette de production. Vous êtes dans la dette de fonctionnement. Ce que fait la France actuellement, par exemple, le troisième poste de l'État, c'est le service de la dette, donc c'est l'intérêt de la dette. Elle est obligée d'emprunter de l'argent pour payer l'intérêt. C'est de la folie. Et pour payer une partie de ses salariés. 50% du budget de l'État va aux salariés de la fonction publique. Et 50% du budget de l'État est constitué par la TVA. L'autre partie étant les impôts directs. Eh bien, l'Amérique, aujourd'hui, se trouve en cessation de paiement. Elle n'a aucun moyen, même de rembourser ce qu'on appelle le principal de la dette, le capital origine. Elle ne fait que rembourser l'intérêt comme la France. Donc, on est dans une spirale d'endettement permanent
qui ne s'arrête pas, où chaque année, les Américains sont obligés, au moment du vote du budget, de savoir s'ils peuvent rehausser le plafond de la dette. Je traduis, ils ont dépassé 100% d'endettement. Donc déjà, c'est interdit, mais c'est pas grave. Ils ont négocié au Parlement. Ils ont dit non, on va pas le faire. C'était à l'époque d'Obama. Les Chinois ont dit, écoutez les gars, vous restez tranquilles, on va arriver sur les T-bonds, les bons du Trésor. Les Chinois, vous rehaussez immédiatement le plafond, sinon on lâche nos bons du Trésor. Immédiatement, ils ont rehaussé le plafond. Et là, la Chine s'est départie de 2000 milliards de dollars qu'elle avait de dette américaine, enfin de bons du Trésor américain. Les bons du Trésor, c'est quand l'État américain émet des bons garantis par l'État avec une rémunération qui va de 3 à 5%. Donc, c'est un placement. Sauf que pour avoir confiance en un État qui émet des bons du Trésor, donc de l'endettement, eh bien, il faut que cet État fonctionne normalement, qu'il n'y ait pas de dette ou de dégradation économique. Or, un État qui est toujours en guerre, la guerre d'Afghanistan, les 20 ans de guerre ont coûté 1000 milliards de dollars, un 40e de la dette américaine, quand même. Vous ne savez rien rapporté. La guerre d'Irak, c'est pareil, 2000 milliards de dollars. Vous avez déjà à peu près 10% de la dette américaine. Un État qui passe son temps à faire des guerres et qui se met en risque, et la Trump comprend le risque. Sur le plan économique, il a compris que s'il s'engage en Iran, c'est foutu. Eh bien, c'est un État qui est faillible. Et si un État est faillible, il n'a pas la possibilité de rembourser les bons garantis, les bons du Trésor. Or, il y a une signature obligatoire de tous les États du monde, de la Russie des tsars jusqu'à l'Amérique d'aujourd'hui, c'est que la dette est toujours exigible et remboursable. On se souvient de l'emprunt russe, c'est une dette aussi, c'est une sorte de bon du Trésor russe. Les Russes ont eu les bolcheviks pendant 70 ans, ils ont fini, après la chute des bolcheviks, par payer l'emprunt russe. Ils ont fini, 70 ans après quand même, ils ont fini par le payer. L'Amérique sera obligée de payer ses bons du Trésor, sera obligée de payer sa dette, mais ne voit pas comment faire. Et comme aujourd'hui, il y a une décorrélation qui est de plus en plus manifeste avec la dédollarisation, où on va voir une Amérique s'affaiblir, où le fameux pétrodollar sera de moins en moins vrai, donc ça veut dire que la monnaie dollar va commencer à perdre de sa substance, sa matière, il y a trop de dollars émis, où les droits de tirage spéciaux, les DTS, qui autorisaient l'État américain fédéral à émettre autant de dollars qu'il voulait, seront limités. À ce moment-là, ils auront de plus en plus de mal à avoir une empreinte sur le monde. Et il se trouve que la dédollarisation consiste à échanger en monnaie locale, voire, ça arrive aussi, ça commence à se mettre en place, l'Algérie en a parlé très bien, voire faire du troc. Ça a déjà existé dans l'histoire, c'est pas une nouveauté le troc. C'est-à-dire que ma richesse, on sait combien elle vaut, ta richesse vaut tant, on va faire un marché de troc national ou continental. Eh bien ça, c'est quelque chose qui met en danger l'économie prédatrice américaine. Je t'invite à lire le livre de Gozali qui est très bien. Il s'appelle Comment Hitler a acheté l'Allemagne. Très, très bel ouvrage qui explique parfaitement le processus de spoliation pour compenser les déficits de l'État. L'Amérique aujourd'hui est un État chroniquement déficitaire, surendetté à 125%, qui pensait en faisant les guerres faciles qu'elle pourrait récupérer, faire main basse sur les richesses des pays, elle s'est plantée. Même ce qui s'est passé au Venezuela était un échec. Un échec pourquoi? Parce que le pétrole lourd vénézuélien est difficilement transformable. Que la modernisation de l'industrie pétrolière vénézuélienne, c'est pas possible, c'est hors de prix, et que de toute façon, les compagnies n'en veulent pas. Donc l'Amérique n'a même pas gagné sur le Venezuela. Aujourd'hui, l'Amérique rêve d'une puissance, et c'est là où on va parler de la psychologie de Trump. Il fait toujours des effets d'annonce pour manipuler et pour rassurer. Mais dans les faits, rien ne se fait. Aujourd'hui, la guerre d'Iran n'est pas une guerre que Trump peut finir. Il l'a commencé. La guerre contre l'Iran, c'est une guerre que l'Iran acceptera ou pas d'arrêter. Et elle donne ses conditions. Vous levez les sanctions, sinon nous n'arrêtons pas. Aujourd'hui, malheureusement pour Trump et heureusement pour le Moyen-Orient, il se trouve que l'Iran n'a pas disposé à écouter les simagrées d'un Trump qui est incapable de faire face. Puis je dis simplement, j'expliquais tout à l'heure et je le répète, la guerre à papa, c'est fini. Les gros porte-avions ne servent plus à rien. Quand je vois que, par exemple, Macron s'est lancé dans la construction d'un second porte-avions, on a l'impression de parler à un fou. Ça ne sert à rien. Maintenant, les guerres, c'est des parapluies de missiles, c'est les parapluies de drones, c'est les parapluies de reconnaissance aérienne, c'est les parapluies de renseignement, c'est de la guerre de précision. C'est plus les gros trucs bien lourdingues qui... Tout à fait. On est passé à autre chose. La guerre technologique, la guerre de la île, c'est ça la réalité de la guerre. Et ces gens-là qui nous dirigent, Zermain nous dirige, ces imbéciles, ces sombres imbéciles, continuent à faire dans des schémas de pensée passéistes. Donc je pense que l'Iran a une longueur d'avance. Je pense que la Russie a déjà entamé cette longueur d'avance. Et ce qui va dans le marqueur de ce que je dis le prouver, c'est que 4 pays seulement au monde maîtrisent l'hypersonique. Je ne parle pas des Houthis, c'est l'Iran. Les Houthis. Ils n'ont pas les moyens, les Houthis, de fabriquer l'hypersonique. C'est la Russie, la Chine, la Corée du Nord et, extraordinaire, l'Iran. Voilà, 4 pays dans le monde. L'Amérique et la France sont très... Enfin, l'Occident est très en retard sur l'hypersonique. Ça tombe bien que tu parles de capacité balistique et notamment
des missiles. On sait aujourd'hui que Donald Trump n'a plus de porte de sortie, même sur un point de vue militaire, parce qu'il est incapable de relancer la machine industrialo-militaire américaine. Parce que déjà, pour construire des missiles Tomahawk ou Patriot, il lui faut au moins 2 ans pour en sortir un d'une usine. Donc, le premier lot sortira pas avant 2 ans, mais il rencontre également un véritable obstacle quant à la remilitarisation de son corps militaire. Pourquoi ? Parce que ce sont les Chinois qui maîtrisent l'essentiel des minerais et l'approvisionnement des minerais en terres rares. Les 5 terres rares nécessaires pour construire des engins à haute précision, les minerais dont on a besoin pour construire certains processeurs, mais aussi certains aimants qui résistent à une chaleur maximum. Bon, on va pas faire un cours ici d'ingénierie, mais en gros, Trump s'était déjà condamné avec son histoire de taxation tout va azimut à tous les pays, et quand ça lui est revenu au visage, il s'est dit peut-être que là j'ai fait une énorme bêtise puisque je suis pas autosuffisant mais hyper dépendant des matières premières chinoises pour projeter ma puissance et même contre la Chine. Et ça, les Chinois l'ont bien compris. Donc, puisque tu parles de ça et qu'on voit que les Américains sont complètement bloqués quant à relancer la moindre guerre contre même un petit pays, et que l'Iran est en discussion, c'est-à-dire, je vais être assez précis parce que ce n'est pas le gouvernement iranien ou l'État iranien qui a annoncé ça, mais on sait qu'on a 2 députés, alors qu'il y en avait un il y a à peine 2 jours, mais on a de plus en plus de députés au Parlement iranien qui demandent au président et à l'ensemble des parlementaires de se retirer du traité de non-prolifération d'armes nucléaires afin de pouvoir enrichir les 420 kilos d'uranium déjà enrichis à 60% à hauteur de je crois que c'est 73% à 80% le seuil militaire. Non, c'est 90%. C'est 90%. Alors, il y a 80. Alors, c'est ce que je croyais avant, moi personnellement, et en étudiant la question en regardant un peu, on va raconter les spécialistes atomiques américains, dont j'ai oublié les noms, je suis désolé, mais apparemment à partir de 73%. Alors, c'est quelque chose qu'on va vérifier, que je vais vérifier, mais à partir de 73%, on pourrait avoir une utilisation militaire. Bon, bref. Ça, c'est les mensonges. Je connais cette théorie fantaisiste. Okay. Non, c'est bien 90% parce qu'il faut avoir un seuil difficile pour que ce soit instabilisé. Quoi. On a des députés iraniens qui nous disent on demande le retrait de non-prolifération des armes nucléaires. Et la question, c'est si demain alors, il y a 2 écoles. Il y a l'école des gens qui disent si l'Iran déclare officiellement se retirer du traité de non-prolifération d'armes nucléaires, elle va s'attirer des véritables problèmes puisque là, elle obtiendra beaucoup moins de soutien populaire à travers le monde, beaucoup moins de soutien de certains alliés déclarés ou non déclarés, et elle risque justement de provoquer une réponse américaine nucléaire, puisque les Américains ont baissé leur doctrine, leur exigence quant à l'utilisation d'armes nucléaires, puisqu'ils disent maintenant on n'a plus besoin d'avoir une guerre existentielle ou une menace existentielle sur notre sol. À partir du moment où un pays est en capacité d'obtenir l'arme nucléaire et qu'ils sont en train d'essayer d'y parvenir, on peut utiliser des armes nucléaires tactiques. Bon, alors le tactique, c'est marketing, comme non, ça reste une arme massive. Mais en tout cas, voilà ce qui pourrait peut-être offrir à Trump, puisqu'on sait que dans l'administration Trump et dans le bureau ovale, on discute de plus en plus d'utiliser l'arme nucléaire. Je crois qu'il y avait une ancienne collaboratrice dont j'ai oublié le nom, qui a révélé
ces informations, qui disaient que Trump était devenu complètement fou, puisqu'il parle d'utiliser des armes nucléaires, il parle même pas de tactique, lui, mais il parle d'armes nucléaires contre des populations civiles, alors on sait aujourd'hui que l'Iran n'en a pas et qu'ils n'en ont toujours pas l'intention. Mais si l'Iran change de doctrine, est-ce que c'est pas un risque pour les Iraniens? Puis on a la deuxième école qui est beaucoup plus pro-iranienne qui dit non, écoutez, on a répondu à toutes les exigences, on a joué le jeu avec l'OJCPA, on a joué le jeu en laissant les inspecteurs venir inspecter, on a construit nos centrales selon les règles avec toutes les inspections, on s'est fait attaquer plusieurs fois, on a respecté toutes nos règles et pourtant ça suffit pas. On a notre pays voisin Israël qui eux ont l'arme nucléaire, qui sont pas signataires du traité et qui devraient avoir des inspections forcées et qui devraient être boycottés sous embargo, etc. et qui menacent toute la région et nous tant qu'on n'a pas cette arme nucléaire, on deviendra des cibles éternelles. Et pourquoi pas se retirer et posséder l'arme nucléaire au risque de peut-être déranger, mais au moins de se protéger. Quel est ton avis là-dessus, Gamal? Je pense d'abord, il faut rappeler que l'Iran c'est Khomeini, hein, c'est pas Khamenei, contrairement à ce que certains disent. Khomeini avait dit que c'était l'arme du diable et qu'on n'en veut pas. Voilà, donc il avait fait une fatwa, c'est donc un avis juridique islamique qui disait nous ne prendrons pas cette arme. Ensuite, Khamenei a maintenu cette position avec une autre fatwa. Après, il a été assassiné et c'est son fils qui a pris le relais. Le fils est un petit peu moins souple là-dessus parce qu'il n'accepte pas, évidemment, que l'Iran soit en danger. L'arme nucléaire, c'est une façon de sanctuariser le territoire. La Corée du Nord a très bien compris qu'il lui fallait l'arme nucléaire pour ne plus être attaqué par l'Amérique. N'oublions jamais que les États-Unis ont attaqué la Corée du Nord sous mandat de l'ONU, il faut le rappeler, de 50 à 53, 3 ans de guerre barbare où ils ont rasé le territoire littéralement avec des bombes américaines. Comme d'habitude, l'Amérique, chaque fois qu'elle sort, elle va raser les territoires et tuer les civils par millions. Mais ils ont réussi à survivre. Aujourd'hui, la Corée du Nord est un pays totalement dépendant. Donc, l'idée de sortir du TNP, du traité de non-prolifération nucléaire, auquel est signataire l'Iran, évidemment, et ce que ne signe pas l'entité sioniste, c'est une idée qui est à la fois risquée, si bien le rappeler, et inutile. Je pense, si j'étais moi à la place des dirigeants iraniens, si j'étais au seuil du nucléaire, et le seuil nucléaire suffit. Donc l'histoire des 73%, c'est pour faire peur. En vérité, c'est bien 90%. C'est les experts américains, c'est partagé par personne, on connaît la stratégie. 90%, c'est vraiment pour avoir la maîtrise, effectivement, de la matière fissile, de faire en sorte de casser le noyau atomique pour créer l'effet de la réaction en chaîne qu'on connaît. La réaction en chaîne, ouais. Voilà. Donc quand l'Amérique dit ça, c'est une histoire de faire peur. Ils sont à 60%, il reste plus que 13%. Enfin, ça veut rien dire, ça n'a aucun sens. Si l'Iran n'était pas capable de passer de 3 à 5%, de 5% à 60%, c'est qu'elle a été provoquée. Ils avaient gelé ça à un moment donné, après l'accord de 2015. Mais Trump les a provoqués. Et donc là, très rapidement, c'est une erreur stratégique de Trump parce qu'il s'est pris pour un caïd. Il a cru qu'il était en train de jouer au Far West, avec le petit pistolet, la bataille à hockey choral, on va se tirer dessus comme des Mongols. Mais c'est pas l'Iran. L'Iran, c'est un pays qui a, je le rappelle, avec les Indiens, parce qu'on me le reproche parfois, inventé le jeu d'échecs. C'est un pays qui, à l'époque, quand il faisait la guerre, envoyait face à des troupes grecques, par exemple, Sparte, vous connaissez la fameuse bataille de Sparte, parce qu'elle a conquis l'Europe, hein, l'Iran. Pas oublier, hein, c'est important de rappeler ça. Venait avec des armes qui étaient inconnues à l'époque, avec des éléphants. D'où d'ailleurs dans le jeu d'échecs, fil pour le fou, mal traduit en européen, en français en l'occurrence, mais fil, c'est l'éléphant en arabe. C'est une pièce du jeu d'échecs. Le fou, c'est un éléphant. Et donc, quand les Iraniens balayent avec des armes puissantes, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas nombreux au départ et qu'il faut faire face à beaucoup de personnes et beaucoup d'armes. Donc, il faut de l'innovation. L'Iran joue aux échecs, et elle a joué aux échecs pendant 47 ans. Là, l'agression a eu lieu. Ils savent que depuis deux fois, hein, juin dernier, puis 28 février de cette année, ils savent qu'en phase 2, ils ont des gens très arrogants, très hargneux, très guerriers et très vindicatifs. Ils ont commis une faute monumentale, les sionistes et les Américains, c'est d'aller frapper, alors que l'Iran était un peu en difficulté interne. Hein. Il y avait une opposition réelle qui existait. Frapper l'école des Minab, ça a été une énorme erreur, parce que même l'opposition radicale à l'État iranien s'est radicalisée en faveur de la République islamique. Même et moi je le sais pourquoi, parce que j'ai fait un échange récemment avec le grand journaliste Sérieux Ghazi qui expliquait effectivement que même cette opposition n'a pas accepté ce crime, car c'est un crime.
Ils n'ont pas frappé l'école à la coup, ils l'ont fait exactement comme à Dresde. Première bombe, ça tue un peu, mais pas. Seconde bombe, on tue les enfants dans les toiles. Et troisième bombe va tuer les familles et les secouristes. Voilà, sauveteurs et familles qui arrivaient. Donc cette barbarie n'a pas été très appréciée en Iran et je le comprends. Donc l'Iran a très bien compris que le seul moyen de sanctuariser, je parle bien de sanctuaire, sanctuariser le territoire, c'est d'accéder au nucléaire militaire. Ils en ont les moyens. Depuis le docteur Khan qui leur a donné la méthode d'enrichissement par centrifugation, les centrifugeuses, ils en ont les moyens, ils en ont l'intelligence, ils en ont les experts. L'Iran produit 250 000 ingénieurs par an. C'est un pays qui est suréquipé numéro en numéro mondial. Et numéro 1 en production ingénieur femme, excusez-moi. Oui, hommes et femmes. L'Iran a su libérer les énergies intellectuelles parce que Khomeini, en arrivant au pouvoir en 1979, a dit 10% du budget de l'État sera consacré aux sciences, à la science et à la technologie. Depuis 47 ans, 10% du budget de l'État iranien est dévolu à cet aspect. Parce qu'ils savent que sans la technologie, ils sont en danger. L'Iran a toujours été la cible des États-Unis, comme la Corée du Nord d'ailleurs. Rappelons toujours que la Corée du Nord, on en parle beaucoup. En attendant, ce n'est pas elle qui agresse. Elle a toujours été agressée. Et donc là, on a un pays qui a décidé de se défendre. Il n'agresse personne. Ils n'ont jamais fait la guerre à personne, l'Iran. Iran-Irak, c'est l'Irak qui attaque l'Iran, pas l'Iran. On a un pays qui choisit de se défendre. Stuxnet, quand l'Israël va attaquer l'Iran avec ce fameux virus, c'est Israël qui attaque, c'est pas l'Iran. L'Iran pourrait faire la même chose, il ne l'a pas fait. Il a répondu, mais il ne l'a pas fait. Et donc, on a un pays qui se défend, on a une Amérique qui est très offensive, qui est aux abois, qui a des difficultés économiques chroniques, qui espérait faire main basse sur le pétrole et qui se rend compte que non seulement Trump a fait n'importe quoi avec l'Iran, mais que les pays du Golfe sont en train de se barrer. Là, l'Arabie, semble-t-il, va annoncer le départ des Américains. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Le Qatar, je pense qu'il est moins motivé pour les avoir sur son territoire, parce qu'ils ont pris beaucoup de bombes, parce que les pays arabes ont compris que non seulement ça ne les protégeait pas, mais en plus, c'était les aimants à missiles des bases américaines. Donc, une horreur. Que Israël, c'était aussi une bêtise monumentale quand ils ont assassiné le Premier ministre palestinien Ismaël Haniyeh. Rappelons qu'il était Premier ministre quand même, pas rien. Ils vont l'assassiner au Qatar et que les Qataris ne peuvent pas se défendre de l'attaque parce que les armes sont mises à l'arrêt par les Américains. Les armes qataries sont arrêtées par les Américains. Elles sont mises off pour être sûr qu'Israël fasse son travail. Donc, ils ont compris que ce n'est pas des alliés sérieux. Que l'Arabie commence à avoir du côté de la Russie, la Chine, commence à avoir un petit peu des alliés un peu sérieux. Qu'ils ont constitué un front commun. Bon, j'y crois pas trop, mais quand même, ils l'ont fait. Turquie, on va parler. Turquie, évidemment, puissance nucléaire qui est le Pakistan. Et puis l'Arabie, qui est une puissance, non pas nucléaire, mais financière, et surtout une puissance d'ordre moral et religieuse, parce qu'elle a lieu au sein de l'islam. Donc il y a quand même cette autorité religieuse sous-jacente qui apparaît. Et puis bon, l'industrie militaire turque qui n'a pas besoin de faire ses preuves. Aujourd'hui, on a donc des pays qui sont très engagés pour se désengager des États-Unis, qui en ont marre de l'Amérique. Le premier vecteur d'ailleurs qui était fort, c'est la Turquie qui avait acheté des S-400 aux Russes et pas aux Américains. Ça a été très mal vécu par l'Amérique de Trump qui ne supporte pas Erdogan, mais qui a besoin de lui. Le second vecteur, c'est la trahison qui sont faits au Qatar en neutralisant les armes de défense. Troisième vecteur, c'est la capacité chronique à empêcher les missiles iraniens de frapper les territoires de toute la région du Golfe, du Conseil de coopération du Golfe. Et quatrième vecteur, c'est de voir que le pays le plus pauvre de la planète, quasiment le Yémen, frappe puissamment un des pays les plus riches de la planète, qui est l'Arabie. Donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes à relever. Et je pense effectivement aujourd'hui que le changement de paradigme, c'est un terme que je ne vais pas expliquer ce que ça veut dire, je pense qu'il y a un dictionnaire pour ça, on ne va pas perdre de temps. Le changement de rapport de force internationaux, il change à partir de ça, à partir de cet échec américain. Comme je le disais, la guerre à papa, c'est fini. Aujourd'hui, c'est des guerres de stratèges, c'est des guerres de drones, c'est des guerres d'influence, c'est des guerres de renseignement, de satellites. Les Iraniens maîtrisent les satellites puisqu'ils envoient leurs propres satellites. Ils font partie des seuls 9 pays dans le monde qui ont des lancements de satellites. Donc certains sont envoyés avec des fusées. Tout à fait. Les Iraniens maîtrisent le guidage. Pardon, des missiles. Oui, les guidages satellitaires. Les Iraniens maîtrisent les drones avec un coup de génie, ce fameux drone Shahid qui était une nouveauté. Et c'est les Iraniens qui ont inventé le concept, avant personne n'y pensait, qui est en vérité un missile guidé comme un avion. C'est ça le coup de génie, qui n'a donc pas de trajectoire balistique. La trajectoire balistique, c'est une trajectoire en cloche, donc interceptable. Le drone Shahid, il fait du rasmot, il fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est un coup de génie aussi iranien. Shahid, pourquoi? Parce que je l'explique à nouveau pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe, ça veut dire martyr. Martyr, ça veut dire que le drone, il coûte cher, il coûte à peu près entre 20 et 30 000 $, mais l'impact qu'il va avoir est considérable parce qu'il a frappé par exemple une base américaine avec un radar qui coûtait 1,2 milliard $. Le rapport coût
Profitabilité, je crois qu'il n'est même pas à évaluer. C'est ultra profitable aux Iraniens et ultra calamiteux pour l'Amérique. Donc, c'est pour ça que je dis par rapport à ça, aujourd'hui, n'oublions jamais que, par exemple, Diego Garcia a vu la cible de 2 missiles iraniens qui ont failli l'atteindre. C'est-à-dire que Diego Garcia, c'est 4000 km. Hein. Ouais. Les Iraniens ont lancé des missiles de 15 000 km, donc ils peuvent toucher bientôt New York. Pas mal. Donc, il faut bien comprendre que l'Iran, aujourd'hui, joue la carte des échecs. Elle sacrifie les pièces, elle peut le faire. Mais, in fine, ce qui l'intéresse, c'est que le roi se couche en face. Le roi, c'est Trump, en l'occurrence, qui va se coucher. Et donc, le fait est que ce jeu d'échecs qu'elle met en place est destiné, effectivement, à faire en sorte de dissuader de nouvelles agressions. Elle le dit dans ses communiqués, elle le dit dans ses points. Nous ne voulons plus qu'il y ait de risque de guerre sur nous. Nous ne voulons plus de bases américaines dans la région. Ils veulent décoloniser la région. Appelons ça comme ça. Quand vous avez des bases militaires étrangères, ça s'appelle le colonialisme. Donc, l'Iran, effectivement, est sur cette posture-là. Problème, l'Amérique est aux abois, n'a pas l'argent. Elle veut faire main basse et elle ne sait pas comment faire. Donc, il y a deux affrontements qui se font. Et puis, il y a le troisième aspect qui est un aspect qui n'est pas inintéressant. C'est l'aspect de l'entité sioniste parce qu'effectivement, l'État sioniste a toujours eu le soutien indéfectible des Américains. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a des politiques américains qui commencent à dire il y en a marre de cet État, il nous pose problème. Soit ils font la paix, soit on les lâche. Parce qu'on est détesté par le monde entier à cause d'eux. Parce qu'on s'est associé à un État génocidaire. Parce qu'ils assassinent femmes et enfants. Parce qu'ils font la guerre tout le temps, ils savent faire que ça, ils savent qu'il y a le parapluie américain. Ils en ont marre. Donc ce problème-là se pose, et aujourd'hui on le voit bien, on va passer, je pense, sur le second sujet, parce que tu es dessus, c'est qu'ils viennent, par exemple, les sionistes viennent d'attaquer une base turque en Syrie. Bon, déjà, ce qui m'inquiète, c'est que la Syrie n'existe plus, hein. Jolani, c'est pas un État. Hein. Et que l'Amérique dit à Israël, reste tranquille, je commence à nous casser les pieds, et qu'Israël dit, je fais ce que je veux. C'est ça le problème. Justement, tu fais une très bonne transition, Gamal, merci beaucoup. Il y a maintenant 2 jours, je crois que c'était le 20 août, Israël a bombardé des intérêts turcs en Syrie. Et Israël considère que les Turcs ont étendu leur influence au-delà d'une certaine ligne rouge tracée imaginaire, mais tracée par Israël, et qui s'approche dangereusement de Israël. Alors, c'est assez nouveau. D'abord, expliquons ce qu'ils ont bombardé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président, je sais que tu ne vas pas aimer que je l'appelle comme ça, mais bon, c'est son titre sur sa carte de visite. Ça ne me plaît pas non plus, mais voilà, c'est ce titre sur sa carte de visite, on va dire. Jolani. Donc, Monsieur Jolani a signé avec Ankara un principe de coopération policiers, militaires, appelons comme on veut, mais en tout cas de maintien de l'ordre, d'aide militaire, de formation de ces équipes, militaires et policiers aussi. Donc la Turquie, qui n'est pas bête, puisque la Turquie rêve de son nouveau empire ottoman façon mode d'influence, puisque reconstruire un empire tel qu'il était avant, avec le principe de on s'installe, on a nos intérêts partout. Ça, c'est plus possible, mais plutôt, on va parler d'une influence grandissante, c'est-à-dire on étend son influence dans une certaine région. Ça, c'est toujours, on va dire, d'actualité dans l'esprit des dirigeants turcs. Pourquoi ? Parce que l'influence, ça permet aussi de se protéger, ça permet aussi d'anticiper, ça permet aussi d'accroître ses opportunités, qu'elles soient militaires et économiques. Donc, bien sûr, c'est pas fait comme les Américains, mais en tout cas, ce que cherche à faire à travers ce genre de deal Ankara, c'est de dire plus on va avancer au-delà de nos territoires et plus on se protège d'une certaine façon, et plus aussi on gagne certaines parts de marché sur la vente d'armes, sur la vente de systèmes, sur les formations, etc. On peut faire une autre vidéo sur ce type de sujet, mais en tout cas, ce que fait Ankara, c'est qu'ils disent, nous, on répond à un mandat qui nous a été donné par la Syrie, c'est-à-dire qu'on forme des policiers, on forme des militaires, on les équipe, on
reconstruit d'une certaine façon la Syrie, pas celle de Bachar al-Assad que la Turquie a combattue, mais d'une certaine façon celle qu'on veut aussi construire à notre goût, nos intérêts, celle qui va aussi être notre futur allié. Et ça, c'est en opposition avec la vision d'Israël et probablement du Grand Israël, hein, quelque part. Oui. La construction du Grand Israël, je suis sûr que tu vas nous en parler. Bien sûr. Ça vient contrarier ce que Netanyahou considérait déjà comme son propre territoire. On se souvient que quand Bachar avait quitté la Syrie, à peine 2 heures après, il avait bombardé toutes les capacités militaires restantes de la Syrie pour dire bon, bah, maintenant, c'est un terrain vierge dans lequel je vais pouvoir faire dérouler mon armée et potentiellement étendre la colonisation israélienne illégale. Donc ça, on voit bien que c'est pas funky. Je voudrais vous partager aussi autre chose, peut-être. C'est Donald Trump qui, lui, du coup, qu'est-ce qu'il dit ? Il nous dit qu'il n'est pas très content de ce qui se passe parce que en gros, lui, il n'est pas content que Ankara ait émis un mandat d'arrêt international suite notamment aux problèmes rencontrés sur la flotilla, ces embarcations à destination de Gaza. Donc, il n'est pas content parce que c'est à la fois un allié américain, la Turquie, et un membre de l'OTAN qui émet un mandat d'arrêt contre le meilleur ami Bibi de Trump et la base arrière des Américains au Moyen-Orient. Et il rappelle que quand même la Turquie était un des premiers pays musulmans, avec potentiellement, je crois, les Émirats, à reconnaître Israël comme État. Et donc, ça l'inquiète. Ça l'inquiète, mais on va voir derrière qu'il y a quelque chose que je voudrais vous partager avant qu'on aille analyser ça. C'est le fait que, bizarrement, la Turquie et Israël sont peut-être en train de se quereller, mais ça n'empêche pas Israël et la Turquie de continuer à faire du business, puisqu'on sait que 3 cargos en partance de Turquie vont à destination d'Israël, et que en 2025, tous les produits acheminés depuis la Turquie vers Israël ont représenté presque $1 milliard. Donc, on voit bien que après, la Turquie a cette habitude de systématiquement, je dirais pas jouer dans les deux tableaux pour pas avoir une espèce d'opinion préconçue, mais de dire on fait du en même temps un peu. Hein, ça, voilà, c'est en même temps un peu à la Macron. C'est on dénonce, c'est pas acceptable, mais par contre on continue, business is business. Est-ce que tu peux nous en dire plus d'abord sur la première partie, c'est-à-dire pourquoi Israël continue d'attaquer et bombarder la Syrie, notamment les intérêts turcs, et ensuite quel est l'objectif d'Ankara et qu'est-ce qu'il veut faire de la Syrie, et où est-ce que ça risque de nous emmener tout ça? Alors, il y a plusieurs éléments. Premier élément, il y a le précaré syrien qui est vu par la logique turque comme une sorte de base arrière. Ils ont déjà une petite partie du territoire syrien qu'ils avaient annexé au début du siècle dernier. Donc ça, c'est après il y a un courant en Turquie qui s'appelle le courant des jeunes Turcs. Je ne vais pas revenir sur l'histoire trop longtemps, mais bref, c'est un courant qui est ethno-racialiste, ultra-nationaliste, qui consiste à faire quoi ? À dire, nous avons un empire ottoman qui s'effondre en 1924. Donc c'est Moustapha Kemal Atatürk, qui est formé d'ailleurs à la Sorbonne en France et qui apprend les Lumières et toutes ces conneries-là, et qui va vendre l'idée, de façon détournée des Lumières, de créer un État turc homogène et turc, de langue turque et de race turque. En gros, c'est ça. Ça explique d'ailleurs toutes les répressions qu'il y aura contre les Arméniens, contre les Arabes, contre les Hazaras, contre les Ouzbeks et tout un tas de minorités en Turquie, parce qu'il veut sauver ce qui reste de la Turquie de l'Empire ottoman. Et donc, c'est une façon un petit peu désespérée de ne pas faire disparaître son pays, ce qu'on peut comprendre. Après, il va très loin. Il va essayer de faire reculer l'islam, la tradition turque. Il va dégager l'alphabet arabe au profit d'un alphabet latin.
il va être très loin dans la négation du caractère turc de la Turquie et de l'Empire ottoman. Il va faire interdire le port de Turbouche, par exemple, ce qui est quand même très honteux de sa part. Il va faire interdire les chansons turques. Et le choc violent que va subir la Turquie, c'est quoi? C'est qu'on a une génération qui parlait et écrivait l'arabe turc, je veux dire, donc comme les Iraniens utilisent l'alphabet arabe, hein, mais pour parler le farsi, la langue de l'Iran. Eh bien, la Turquie, c'est pareil. Ils parlaient le turc, mais retranscrivaient tout ça en arabe, phonétiquement. Donc, il a fait ça, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des enfants qui ne savaient pas trouver les tombes de leurs parents qui étaient écrits en arabe, par exemple. Que le registre de naissance, ou l'histoire, ou les livres, eh bien, la génération qui était imposée d'écrire en latin n'avait plus la possibilité de comprendre ce qui avait été écrit par les penseurs turcs qui préexistaient avant 1924-1930. Donc, ça a été une violence culturelle monumentale pour la Turquie, et l'arrivée de l'AKP a essayé d'apaiser cette honte turque. C'est honteux, au bout d'un moment, d'effacer à ce point le passé turc. Et l'AKP a remis les lettres de noblesse. Le problème de l'AKP, c'est qu'elle a une logique qui, quelque part, participe à la fois d'un idéal, on dira, pan-islamiste de l'Empire ottoman, et pan-turquiste. C'est un mix des deux. Donc, il n'est pas Erdogan dans une logique islamiste, je vais exporter mon modèle turc international et je vais reconstituer l'Empire ottoman. Ça ne l'intéresse même pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les peuples de langue turque. On a vu l'apport qu'il a apporté au Nagorno-Karabakh contre les Arméniens lorsqu'il a soutenu l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. C'est pour reconstituer cet axe de l'Empire turc. Ce rapprochement avec les Chinois, avec l'histoire des Ouïghours qui sont turcs aussi, ce rapprochement avec tout un tas de populations de langue turque, tous les pays en stand, Kazakhstan, machin, il y a beaucoup de pays qui sont de langue turque, pas tous, hein, mais beaucoup. C'est une façon de remettre le pan-turquisme, donc le côté turc, hein, par la langue et la culture, en avant. Donc on n'est pas dans du pan-islamisme, on est pan-turquiste. Et Erdogan a très bien compris que le reste, c'est une influence économique sur les pays arabes. Le problème, c'est que la Syrie est en danger. Pourquoi? Parce que l'État a été atomisé et que le dictateur que tu appelles donc président, parce qu'il a une carte de visite, n'a jamais été élu. Moi, un mec qui n'est pas élu et qui dirige un pays, c'est un dictateur. Exactement. On s'entend bien. Donc, pas élu, il a pris le pouvoir par la force et le conserve. Ça fait quand même un paquet de temps qu'il a pris le pouvoir. Les élections, c'est pas si long que ça, bref. Mais ça n'intéresse pas. Un ancien coupeur de tête. Tout à fait, en plus, ça terrorise, bref, une horreur. Et donc, Jolani, qui est en train de vendre son territoire à la découpe, compose avec la Turquie, parce qu'il n'a aucun moyen d'empêcher les Turcs de faire main basse sur le territoire, et trempe devant Israël, avec lequel il veut signer des accords de paix, et a cédé le Golan. Hein. C'est honteux. Hein. C'est la pire trahison. Il cède le haut plateau du Golan, qui appartient depuis toujours à la Syrie. Donc, Jolani n'est pas un président, c'est un sketch. Il ne sert à rien. Mais ce qu'il fait sur son territoire est dangereux. Parce que cette alliance, pour sauver son pays avec la Turquie, met son pays sous tutelle turque. Cette volonté de ménager la chèvre et le chou en ne tapant pas sur Israël, en étant prêt à signer n'importe quel accord imbécile, encore une fois, c'est pour sauver son petit pouvoir. Et effectivement, la Syrie aujourd'hui n'existe plus. Ce n'est pas la Syrie dont on parle. On parle de ce que veut l'entité sioniste face à la Turquie. Parce qu'ils mettent des lignes rouges. Bah ouais, ces messieurs s'autorisent à mettre des lignes rouges. Ils ont le droit. Ils ne sont pas chez eux, mais ils mettent des lignes rouges. Ils occupent un territoire légalement par la force, mais ils mettent des lignes rouges. Ils croient qu'ils vont nous faire le coup des ceintures de sécurité comme ils faisaient dans les années 70-80 au Liban. Ça ne marchera pas, on le sait très bien. Et donc, aujourd'hui, Eretz Israël, on va en parler de cette horreur. C'est le rêve des juifs les plus radicaux, enfin les juifs, des sionistes, pas les juifs, parce que c'est même pas les juifs. C'est le rêve des plus radicaux, ce qu'on appelle le sionisme révisionniste de Jabotinsky, donc le père spirituel du père de Netanyahou et de Netanyahou. Donc c'est un ultra-fasciste qui se réclame effectivement de Mussolini et d'Hitler, qui dit nous allons faire comme les Allemands ou les Italiens, nous allons créer un empire colonial, nous allons dominer la région. C'est un rêve fasciste classique, hein, sans surprise, qui se fiche complètement du religieux, c'est pas un problème, mais qui utilise les factions religieuses les plus radicales pour appuyer leur position. Netanyahou n'est pas du tout pratiquant, il s'en fout. Hein. C'est juste un décor pour lui. C'est un architecte américain qui va là-bas, il prend la place, il en profite. Et donc, quand ces gens-là parlent de ligne rouge, ils veulent faire de l'occupation, de fait. Le problème, c'est que la Turquie est un membre de l'OTAN. Deuxième puissance militaire européenne, première puissance et de l'OTAN absolument, première puissance par les armes, qui a une grande puissance industrielle militaire. Ils fabriquent pas seulement leurs drones à 30 milliards de dollars hyper technologiques, ils fabriquent leurs avions, leurs véhicules blindés, leurs munitions, ils fabriquent tous les Turcs. Et les Turcs, c'est un pays qui est quand même très nombreux, après pas loin de 100 millions d'habitants, c'est considérable, et qui a l'habitude, les Seljoukides, les grands guerriers turcs, de faire la guerre.
Donc, s'ils doivent s'engager dans une guerre, ils la feront sans aucune difficulté, parce qu'ils en ont les moyens humains, matériels, financiers et militaires. Ils ont tout. Parce que les Turcs ne veulent pas être ennuyés par Israël, bien que, et c'est là où ça devient intéressant, les kémalistes sont très présents, donc c'est ce qu'on appelle le mouvement de Mustafa Kemal, hein, Atatürk, le père des Turcs, sont très présents et veillent au grain. Eux sont très sionistes, il n'y a pas de problème. Pas tous, mais beaucoup. Et donc, ils ne veulent pas que Erdogan aille trop loin dans cette rupture avec les sionistes. Il n'en aura pas moins qu'en 2025, tu l'as dit d'ailleurs dans ton document, un peu moins d'1 milliard de dollars d'échanges entre les sionistes et la Turquie. Il était à 5 milliards avant le conflit. Donc il y a un vrai recul. Parce que le peuple turc, lui, est pro-palestinien. Parce que Erdogan subit une pression considérable de l'AKP, son parti donc, pour soutenir la Palestine sous une forme ou une autre, passive ou active. Et parce qu'ils ne composeront pas, les Turcs, avec les sionistes sur le théâtre de la Syrie. Les Turcs aussi font des lignes rouges pour garantir leur sécurité. Ils n'ont pas confiance en Israël parce qu'ils savent que le dingo qui dirige l'entité sioniste se prend pour un surhomme et est prêt à faire la guerre avec n'importe qui. Il ne fera pas la guerre avec la Turquie, il a trop peur. Mais il serait prêt à la faire. Il serait prêt à faire cette guerre imbécile. Parce qu'il voit bien que Netanyahou n'a même pas compris que la raclée qu'il a prise par l'Iran ne lui a pas suffi. Il croit qu'il peut y aller à nouveau. Donc, il n'a pas confiance en Erdogan, il a raison de pas avoir confiance. Mais une chose qu'il faut retenir. D'abord, historiquement, la Turquie en veut aux Arabes. Il faut bien le comprendre. La Turquie en veut aux Arabes. Pourquoi ? Parce que les Arabes du Golfe ont trahi l'Empire ottoman en s'alliant avec l'ennemi anglais pour attaquer les Turcs. Ça a été une trahison. Il faut être clair, c'est une trahison. Et à cause de cette trahison, on perdu la Palestine. Quelle intelligence. Tant que l'Empire ottoman était en place, on ne pouvait pas avoir la Palestine. Dès qu'ils ont fait tomber l'Empire ottoman, et d'ailleurs le dernier calife de l'Empire disait « je ne donnerai jamais la Palestine, c'est une injustice », et bien dès qu'ils l'ont fait tomber, la Palestine était donnée aux sionistes. Deuxième aspect, donc les Turcs en veulent aux Arabes, pour ça, on le sait très bien. Ensuite, il y a aussi un nationalisme un petit peu exacerbé des Turcs, un peu condescendant. Limite, ils se prennent pour des surhommes pour certains d'entre eux, pas tous, hein, Dieu merci, mais il y en a qui ont cette logique-là, ils diront les meilleurs que les Arabes, ce qui est une erreur. Et puis, il y a l'autre aspect. Les Turcs ont une vraie liaison organique avec l'entité sioniste, parce que les Khazars, il n'y a que qui dirigent Israël, hein, il n'y a pas d'Arabes, hein, il n'y a personne à la tête de l'État israélien qui est arabe, c'est que les Khazars, ces fameux Khazars, ces Juifs d'Europe. Ces Khazars sont turcs, ils sont turco-mongols, ils ont été convertis au XIIe siècle, ce sont des turco-mongols, et qu'il y a beaucoup de familles turques musulmanes qui ont une famille turque juive en Palestine, occupée. Il y a des liens organiques et physiques. Il y a une véritable communauté de destin qui fait que les Turcs arrivent à parler aux Israéliens parce qu'ils savent que l'origine des dirigeants israéliens est turque, pour partie. Pas pour tous. Beaucoup se sont mêlés avec les Européens, Allemands et autres, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont d'origine turque et mongole. Et que les Turcs et les Mongols ont un lien commun très puissant historiquement aussi. Donc c'est ce qui fait que les Turcs ne sont pas très pressés pour en découdre avec Israël, parce qu'ils disent pourquoi on va se battre pour les Arabes, ils nous ont trahis, ça c'est une chose. Après tout, ils ont voulu, la perte de la Palestine. Ensuite, parce qu'il y a un lien effectivement historique entre le peuple turco-mongol, les Khazars donc, et les Turcs, et que pour finir, la Turquie, et je le dis et le répète de façon très claire, a eu l'intelligence, je parle d'intelligence là, c'est très ironique, c'est accablant pour le monde arabe, de dire mes intérêts avant tout le reste. Les Turcs travaillent avant toute chose pour leurs intérêts bien compris. Ce qui a fait que la Turquie est montée en 20e position de puissance économique mondiale. C'est pas un accident. Ce qui fait qu'elle est rentrée dans l'OTAN. Comme ça permet de désarmer l'OTAN. S'ils veulent avoir des problèmes avec la Turquie, c'est compliqué. Ils sont dans l'OTAN. Ce qui fait qu'ils ont réussi à composer à l'époque avec Assad et qu'ils composent maintenant, même s'ils ont été en embrouille, et qu'ils composent avec Joulali, ils sont capables de composer avec n'importe qui. Ce qui fait qu'ils sont capables de parler avec l'Arabie alors qu'ils se détestent cordialement. Hein. La Turquie, frère musulman, n'a rien de commun avec le wahhabisme, ils se détestent. Et que ce qui fait que la Turquie, qui était en bisbille avec le Pakistan, a été capable de se rapprocher du Pakistan ou de la Chine. Donc la Turquie a compris que si elle veut s'en sortir, il faut qu'elle défende ses intérêts. Et donc les sionistes sont en panique parce qu'ils voient d'un très mauvais œil ces alliances. Pour l'instant, c'est des déclarations de pure forme, hein, il n'y a pas encore de commandement intégré, mais ces alliances militaires qui se départissent de la puissance américaine, du parapluie américain, voient de très mauvais œil la montée en puissance de la Turquie en Syrie, parce que les Turcs se rapprochent, et voilà dans l'encore plus mauvais œil l'idée de se dire que finalement la Syrie puisse se réarmer à nouveau et redevenir un État souverain sous la tutelle turque, évidemment. Donc ça, c'est des choses qui inquiètent l'entité sioniste, parce que les Turcs, dirigés par les frères musulmans, c'est pas les amis d'Israël malgré tout. J'ai appris beaucoup de choses.
Merci Gamal. Est-ce que tu aimerais parler de quelque chose en particulier? Est-ce qu'on peut retrouver ton travail ou est-ce qu'on peut te retrouver quelque part en particulier? Oui, alors moi, je suis pas youtubeur, hein, j'ai pas le temps de faire ça, c'est difficile et long, parce que j'ai plusieurs activités. Je suis journaliste d'un côté, je suis chef d'entreprise de l'autre, j'écris beaucoup d'articles, tous les jours un article. Je fais beaucoup de travail de conscientisation, donc là, je fais par les réseaux en général. Je suis très sollicité par les médias internationaux, c'est très compliqué parce que j'en refuse régulièrement, je n'ai plus le temps, c'est trop. Il y a des moments où je suis obligé vraiment de dire non. Ce soir, je vais faire un média d'opposition algérien pour m'amuser un peu parce qu'ils me font marrer. Mais je dirais simplement, c'est que là, je parle aux Maghrébins en général, puis aux Arabes au sens large. Ça, c'est pour la bonne cause. Investissez dans votre pays d'origine. Allez-y. Arrêtez de perdre votre temps à croire que vous êtes implanté durablement. Investissez. Après, je peux pas revenir. Les retours, c'est pas un problème. Investissez. Vous avez cette liberté. Vous avez cette possibilité. Il ne faut pas hésiter. À tous, n'oubliez pas de suivre Gamal sur les réseaux. Ça vaut vraiment le coup, croyez-moi. Vous serez gagnant. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir.